Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous l'auteur méconnu d'un naufrage pourtant au moins aussi fameux que celui du Titanic. Le vicomte Hugues Duroy de Chaumareix, capitaine de la frégate La Méduse, beaucoup moins célèbre que le radeau du même nom, il a vraiment été refoulé aux oubliettes de l'histoire. Non seulement son nom ne dit plus rien à personne, mais il est très difficile, voire impossible de trouver un portrait de lui. Sur Internet, si l'on saisit Chaumareix sur un moteur de recherche d'images, on tombe immédiatement sur la toile de Géricault, ou bien alors sur une reproduction du radeau réalisée par l'un des survivants du naufrage. Mais Chaumareix, lui, n'existe plus. Il se confond avec le désastre dont il fut responsable. Il a disparu, comme dissous, aspiré par l'œuvre de Géricault. Dans ce nouvel épisode en 2 parties, je vous propose donc d'extirper ce triste cire de sa gangue de peinture. Alors qu'après la Révolution, il était quasiment impossible de trouver des officiers de marine expérimentés, la grande majorité d'entre eux ayant quitté la France pour sauver leur tête, la marine française va devoir faire face à partir de 1815 à un afflux important et soudain de main-d'œuvre émigrée. Avec la Restauration et la prise du pouvoir par le roi Louis XVIII, ces officiers issus de la noblesse reviennent en France et réclament des commandements. En vertu d'un décret royal, tous vont être réintégrés dans le grade supérieur à celui qu'ils avaient en partant. On imagine l'effet produit sur les officiers plus jeunes et plus compétents, évincés au bénéfice de ces rentrants quinquagénaires dont la plupart n'a plus mis le pied sur un bateau depuis au moins 25 ans. Tout le drame du radeau de la Méduse est là. Le vicomte Duroy de Chaumareix, né en 1763, mort en 1841, est en effet l'un de ces officiers. Alors que la dernière embarcation qu'il a pilotée est la chaloupe sur laquelle il a gagné l'Angleterre en 1790, on lui confie le commandement de l'un des fleurons de la flotte française, la frégate La Méduse. Il doit diriger l'expédition chargée d'aller reprendre possession du Sénégal, rendu à la France par l'Angleterre à la suite des traités des 30 mai 1814 et 20 novembre 1815. À quel titre le désigne-t-on lui plutôt que tout autre incapable du même tonneau ? Eh bien parce qu'à cette époque, il jouit encore d'une réputation de héros, ayant participé 20 ans auparavant, le 27 juin 1795, au débarquement royaliste raté de Quiberon, qui fit près de 800 morts. Le vicomte de Chaumareix ayant réchappé au massacre de Quiberon est promu de plein droit au grade de capitaine de frégate. Ainsi donc, c'est à sa survie en terrain hostile que Chaumareix devait à présent son brevet de commandant. Ce héros sur le retour est par ailleurs un pistonné et un menteur. Un pistonné parce qu'il n'aurait jamais obtenu un commandement aussi prestigieux sans l'intervention de son oncle, l'amiral d'Orvilliers, ami du comte d'Artois, frère du roi. Et un menteur, parce qu'il se rajeunit d'1 an pour ne pas tomber sous le coup de l'interdiction de commander un bâtiment qui frappe alors les officiers de plus de 50 ans. Et en fait, il a alors 51 ans. Résumons-nous. Nous avons donc ici un marin d'eau douce blanchi sous le harnais, n'ayant pas commandé de navire depuis 25 ans, pistonné par son tonton et mentant sur son âge. Voici les éléments réunis pour courir à la catastrophe. Et de fait, le voyage à Dakar, qui aurait dû être une simple formalité d'une quinzaine de jours tout au plus, va tourner à la tragédie absolue, un drame dont tout le monde connaît au moins certaines des péripéties gastronomiques. Mais plutôt que de nous attarder sur l'art d'accommoder les restes assimilés à contre-cœur par les infortunés passagers du radeau, nous nous concentrerons ici sur les bourdes à répétition de notre amiral de bateau-lavoir.
En plus de la Méduse, l'expédition dirigée par Chaumareix se compose de 3 bâtiments qui voyageront de concert. La flûte La Loire, la corvette l'Écho et le brick l'Argus. Le 17 juin 1815, le convoi quitte l'île d'Aix. À bord de la Méduse embarquent 395 personnes, marins, soldats et futurs colons, mais aussi le futur gouverneur du Sénégal, le colonel Julien Schmaltz, voyageant avec son épouse et sa fille. Le voyage s'annonce comme une vraie promenade de santé. On prend l'air sur le pont, on parle météo. En passant au large de Tenerife, l'un des passagers s'engage dans des considérations sur la bataille de Trafalgar, expliquant doctement que si l'amiral Villeneuve n'avait pas trahi, la flotte française aurait remporté haut la main la bataille. Mais l'atmosphère à bord va se dégrader très rapidement et pour cause. Chaumareix ne sait pas faire le point, ne contrôle pas les caps. Il semble avoir tout oublié de la navigation. Pire même, selon l'auteur de La malédiction de la Méduse, Éric Emtaz, non seulement Chaumareix a oublié le nom des voiles, mais il est alcoolique et boit du matin au soir. Poursuivant dans cette même veine nuancée, Emtaz qualifie d'ailleurs le commandant de la Méduse de baderne gonflé d'orgueil et de vinasse. Les incidents se multiplient. Un mousse tombe à la mer et se noie, malgré les efforts de l'équipage pour le récupérer. Puis Chaumareix refuse, lors d'une escale à Tenerife, d'embarquer 6 malheureux prisonniers français, aussi désespérés que décharnés, retenus ici depuis 8 ans. Bref, l'ambiance se gâte. D'autant que pour couronner le tout, Chaumareix entretient des relations exécrables avec ses subordonnés qu'il méprise et dont il n'écoute jamais les conseils. Il accorde davantage de crédit à l'avis des passagers qui n'y connaissent rien qu'à ses seconds qui sont des marins chevronnés. La tension monte, notamment avec les lieutenants Espiau et Reynaud, qui détestent Chaumareix et entretiennent à bord un laxisme généralisé. Bientôt, la division, c'est ainsi que l'on désigne un convoi de plusieurs bâtiments, approche de l'Afrique. À bord, certains ont déjà fait ce voyage et encouragent leur commandant à éviter de longer les côtes où les courants sont dangereux. Les récifs et les bancs de sable à éviter sont nombreux. Il faut prendre plus au large, une route à la fois plus longue, bien sûr, mais moins périlleuse. Rien à faire. Chaumareix ne veut pas en entendre parler. Comme l'armateur du Titanic un siècle plus tard, il veut arriver le plus vite possible et donc couper au plus court. Alors que lorsque l'on progresse en division, on doit s'aligner sur le bateau le plus lent, lui file devant, distancie et perd bientôt de vue les autres bâtiments. Une décision qu'il regrettera bientôt amèrement. Alors qu'il est convaincu d'avoir magistralement évité le banc d'Arguin, immense banc de sable au large de la Mauritanie, il met le cap droit dessus. C'est un tel entêté que même lorsqu'il paraîtra évident à tout le monde que l'on navigue à présent sur des hauts fonds, il ne changera pas de cap. Autant courir vers un gouffre les yeux bandés. Chaumareix aurait-il pu éviter le banc d'Arguin sur lequel il échoue la Méduse ? Oui, répond dans ses mémoires Coréard, rescapé du radeau. Le capitaine avait reçu une dépêche lui indiquant de ne pas trop se fier aux cartes marines sur lesquelles le banc d'Arguin était très mal placé. De plus, il y avait à bord des personnes qui avaient déjà fait ce voyage et l'ont alerté en pure perte. Oui, selon Éric Emtaz, rappelant dans son livre que le banc était indiqué sur les cartes marines comme une zone à éviter. Impossible, note enfin Jean-Yves Bloch, auteur de La Méduse, chronique d'un naufrage ordinaire. Car la seule carte sous-marine dont dispose alors Chaumareix est la carte Belin, qui donne des indications erronées, ce qui va provoquer l'échouage de la Méduse. En tout état de cause, cela ne change pas grand-chose à l'affaire, puisqu'au moment de la manœuvre cruciale qui doit permettre d'éviter le banc en question, Chaumareix dort. Un raclement épouvantable. C'en est fait. Au soir du 2 juillet 1816, la Méduse est échouée.
Par son obstination, son aveuglement, son refus d'écouter les autres, Chaumareix vient de réussir le prodige de s'échouer à marée haute par un temps radieux et une mer d'huile. Pendant les 3 jours qui suivent, il multiplie les manœuvres ineptes, s'agite en pure perte. Un exemple pour essayer de remettre la frégate à flot. On jette tout ce que l'on peut par-dessus le bord, mais on ne touche pas au canon, ce que Chaumareix considérerait comme un crime de lèse-majesté. Encore beaucoup trop lourd, le bateau n'a aucune chance d'être renfloué. Le mauvais temps se met alors de la partie et une grosse lame provoque une large brèche dans la cale. Échouée sur un banc de sable, la Méduse ne peut pas couler, mais elle est perdue. L'évacuation s'organise. Les différents canots, yachts, les chaloupes, 6 en tout, n'offrent que 250 places pour 395 personnes à bord. 233 privilégiés emprunteront ces embarcations où ils se tiendront assis et bien au sec, tandis que les autres s'empileront sur le radeau construit à partir de la mâture de la Méduse. Les chaloupes remorqueront le radeau jusqu'à la côte, qui n'est qu'à 150 km et que l'on peut même voir par temps clair. Lorsque le convoi de fortune est prêt, Chaumareix, contre les lois les plus sacrées de la marine, embarque dans les premiers sur une chaloupe sous les huées des marins restés à bord qui, rendus furieux par cette trahison de leur commandant, s'emparent de fusils et le mettent en joue. La loi de l'honneur prescrit au commandant d'un bâtiment naufragé de le quitter le dernier. Monsieur de Chaumareix manqua à cette obligation en s'embarquant dans un canot alors qu'il y avait encore une 60aine d'hommes sur la frégate. 17 marins choisissent de rester à bord de la Méduse, dont 3 survivront, que l'on retrouvera hébétés et à moitié fous. Quant au célèbre radeau, le tableau de Géricault ne lui rend pas justice. Si les naufragés sont effrayants à souhait, plus morts que vifs, exsangues, la peau verdâtre et l'œil hagard, le radeau de Géricault est quant à lui vraiment moins réaliste, car tout juste assez grand pour contenir une poignée de rescapés. Or, le vrai radeau mesurait 20 mètres de long sur 7 mètres de large, soit 140 mètres carrés. Et oui, le radeau de la Méduse avait les dimensions d'un appartement de 5 pièces, assez vaste pour accueillir entre 149 et 147 personnes, selon les auteurs. À son bord, une unique femme, le chirurgien Savigny et le géographe Coréard, auteur du récit dont la publication déclenchera un énorme scandale en France. Les sacrifiés se tiennent debout, disposant chacun d'1 mètre carré à peine. Sous leur poids, le radeau s'enfonce sous l'eau. Au gré du ressac, l'eau arrive aux genoux ou à la ceinture, mais jamais plus bas, précise Éric Amtaz. Lorsque l'on s'enfonce trop, on jette des tonneaux de biscuits. De toute façon, puisque l'on aperçoit la côte au loin, on devrait toucher terre avant de commencer à avoir faim et soif. Le radeau est tiré par 2 canots qui s'escriment à aller de l'avant, ne pouvant attendre aucune aide des passagers du radeau qui n'ont ni rame ni voile. À partir de ce moment-là, les témoignages divergent. Pour Savigny et Coréard, c'est indéniablement Chaumareix qui va rompre les amarres, la touline, qui reliait son canot au radeau, estimant que lui-même et ses passagers ne pourraient jamais s'en sortir en tirant ce poids mort derrière eux. Pour Éric Amtaz, c'est le gouverneur Schmalz qui va donner cet ordre monstrueux. Et enfin, pour l'historien Philippe Masson, il s'agit d'un accident que Chaumareix aurait vainement tenté de réparer. Que l'amarre ait été brisée par accident ou volontairement larguée ne fait qu'ajouter l'indignation au désespoir des passagers du radeau, condamnés désormais à dériver au gré des vagues. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit et raconté pour vous l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vater.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit au cœur de l'histoire, consacré à Hugues du Roi de Chaumareix et au naufrage de la Méduse. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous l'auteur méconnu d'un naufrage pourtant au moins aussi fameux que celui du Titanic, le vicomte Hugues du Roi de Chaumareix, capitaine de la frégate La Méduse, beaucoup moins célèbre que le radeau du même nom. Il a vraiment été refoulé aux oubliettes de l'histoire. Non seulement son nom ne dit plus rien à personne, mais il est très difficile, voire impossible, de trouver un portrait de lui. Sur Internet, si l'on saisit Chaumareix sur un moteur de recherche d'images, on tombe immédiatement sur la toile de Géricault, ou bien alors sur une reproduction du radeau réalisée par l'un des survivants du naufrage. Mais Chaumareix, lui, n'existe plus. Il se confond avec le désastre dont il fut responsable. Il a disparu, comme dissous, aspiré par l'œuvre de Géricault. Dans ce nouvel épisode en 2 parties, je vous propose donc d'extirper ce triste cire de sa gangue de peinture. Seconde partie, le radeau de la Méduse. Sur le radeau, la situation se dégrade rapidement. Dès la première nuit, 20 hommes se sont suicidés ou ont été massacrés. Les infortunés naufragés se brisent les jambes entre les planches et les poutres dont est constituée leur embarcation de fortune. Quand la mer devient mauvaise, on s'agrippe désespérément les uns aux autres, on se bat pour ne pas être refoulé au bord du radeau. Les crises de violence vont devenir crises de folie, puis suicides de marins qui se précipiteront volontairement à la mer. Bientôt, l'eau potable vient à manquer. Assoiffés, les survivants en sont réduits à boire leur urine. Affamés, ils vont tromper quelque temps leur faim grâce à une pêche miraculeuse de poissons volants, mais bientôt, les quelques survivants en viennent à dépecer les cadavres. Ils font sécher au soleil les lambeaux de chair humaine et s'en nourrissent en silence, sans échanger un regard. 12 jours d'errance en mer vont faire de certains d'entre eux des assassins, de tous des cannibales. Voici à quel destin effroyable les a conduits l'incurie de Chaumareix. Lorsque l'Argus retrouve le radeau, il ne compte plus que 15 survivants, 15 miraculés, dont 5 mourront dans les jours qui suivent. Le drame a donc fait entre 142 et 144 morts. Mais si les survivants épuisés se comptent sur les doigts des mains, tous vont s'accrocher à la vie, mus par l'objectif commun de se venger de Chaumareix. Si l'Argus ne les avait pas retrouvés, il n'y aurait plus personne pour témoigner, et l'incapable commandant aurait pu couler des jours heureux jusqu'à sa mort. Il aurait pu compter sur la solidarité et la discrétion des passagers des canots et des chaloupes, qui, eux non plus, ne sortaient pas grandis de ce drame et n'avaient pas forcément intérêt à en dévoiler les tenants et aboutissants les moins avouables. Pouvait-on leur en vouloir? Quand il est question de vie ou de mort, se comporter noblement n'est pas donné à tout le monde. Dès son retour en France, le chirurgien de la Méduse, Savigny, l'un des survivants du radeau, rédige un mémoire dont le journal des débats, journal anti-royaliste, publie l'intégralité le 13 septembre 1816 pour mettre sur la place publique l'archaïsme et l'incompétence de la marine royale. Le scandale est immense. Tous les journaux de l'époque, la Gazette de France, Le Temps, l'Union, Le Moniteur, lui consacrent leur une. Reniflant le filon, Coréard et Savigny
vont publier leur propre récit de cette tragédie dans un livre de plus de 500 pages intitulé « Naufrage de la frégate La Méduse faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816 », livre édité chez Coréard. De géographe naufragé, anthropophage, Coréard est en effet devenu éditeur prospère grâce à son premier livre, ce qui lui permet aussi d'ouvrir à Paris la librairie Au radeau de la Méduse. Dans le livre de Savigny et Coréard, Chaumareix est dépeint comme le plus présomptueux, le plus incapable des marins de l'autre siècle. Le ressentiment des auteurs envers lui est immense, violent, débordant. Leur récit est une pièce à conviction précieuse à verser au dossier en nullité de Chaumareix. Ils écrivent : Il existe parmi les officiers de la marine un intraitable esprit de corps, un prétendu point d'honneur, aussi faux qu'impérieux, qui les porte à regarder comme une insulte faite à toute la marine la révélation d'un coupable. Ce principe insoutenable, qui n'est utile qu'à la nullité, à l'intrigue, aux gens les moins dignes d'invoquer le mot d'honneur, a, pour l'État et le service public, les plus funestes conséquences. Par là, l'incapacité et la bassesse sont toujours couvertes d'un voile coupable qu'on ose vouloir rendre sacré. À l'abri de cette loi d'un silence officieux, des gens sans talent survivent à toutes les révolutions, traînent dans toutes les antichambres leur incapacité privilégiée et se montrent d'autant plus âpres à enlever les faveurs et les honneurs qu'ils sont moins habiles à s'en rendre dignes. Mais les deux auteurs ont d'autres accusés dans leur collimateur. En plus de celle de Chaumareix, ils réclament la condamnation du gouverneur Schmaltz, qui non seulement a menti en affirmant que la corde avait cédé, mais qui a attendu 2 jours après son arrivée à Saint-Louis du Sénégal pour prévenir les Anglais de ce qui s'était passé et envoyer du secours. Les survivants verraient également d'un assez bon œil que l'on juge Dubouchage, le ministre de la Marine, mais aussi l'officier de quart qui signala trop tard la chute à la mer du jeune mousse de 14 ans et l'officier qui refusa à Tenerife, au nom du commandant, d'embarquer les 6 malheureux prisonniers français qui croupissaient là depuis 8 ans et que les Espagnols étaient d'accord pour leur remettre. Ils demandent enfin la condamnation de tous les officiers qui les ont abandonnés sur le radeau après leur avoir juré sur l'honneur qu'ils les conduiraient jusqu'à terre. Bref, tout le monde en prend pour son grade. Jamais l'expression n'a trouvé aussi pertinente application. Mais celui qui va endosser à lui seul le massacre devant ses contemporains et devant la postérité, c'est Chaumareix. Pour lui, les survivants exigent une stricte application de la loi, laquelle, pour le méfait dont il s'est rendu coupable, prévoit la peine de mort. Le procès se déroule à bord d'un bateau ancré sur la Charente à Rochefort. Finalement, pour ne pas avoir reconnu le Cap Blanc, pour avoir échoué la Méduse, pour l'avoir quitté en laissant des hommes à bord, pour avoir abandonné le radeau, Chaumareix est rayé de la liste des officiers de la marine, interdit de servir, et il est condamné à 3 ans de prison militaire. Une peine de mort commuée en 3 années de forteresse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre naufrageur bénéficie là d'une peine particulièrement indulgente. Fallait-il que le pouvoir souhaitât étouffer l'affaire ? Il l'avait d'ailleurs déjà clairement manifesté en laissant la marine britannique rapatrier en France des survivants dont on aurait vu d'un assez bon œil qu'ils restassent au Sénégal. Après sa condamnation, Chaumareix fait un séjour à l'hôpital militaire de Rochefort, puis est transféré au fort de Ham pour y purger sa peine. Pendant ces 3 ans de captivité, il écrit lettre sur lettre à la cour et à la ville pour pleurnicher sur son sort et sur la perte de son grade et de ses décorations. Il réclame à corps et à cri leur restitution, arguant de ses hauts faits à Quiberon. Rien n'y fait. Personne ne veut plus entendre parler de lui. Il est désormais persona non grata à Paris et les suppliques adressées au roi par quelques amis fidèles n'y changeront rien. Libéré le 3 mars 1820, il se retire donc sur ses terres. Se sent-il seulement un peu coupable de tout ce qui est arrivé ?
Sur le site de la municipalité de Vars-sur-Rozex, dans le Limousin, petite commune dont il était originaire, on peut lire Après la prison, Hugues de Chaumareix ne revient pas à Vars. Il se retira au château de Lacheneau, demeure de sa mère, où il mourut 25 ans après, le 23 novembre 1841. Pendant 25 ans, harcelé de remords, il fit pénitence, dormant sur un lit de sarments de vigne. Bon, il est bien compréhensible que le syndicat d'initiative fasse feu de tout bois pour attirer les touristes à Vars-sur-Rozex, où les personnages célèbres ne courent pas les rues, à l'exception de Chaumareix et d'un vague écuyer de Louis XI. De là à faire de ce prétentieux naufrageur un humble pénitent, voilà qui nous semble aller un peu vite en besogne. Au reste, il nous a été impossible de retrouver cette anecdote du matelas de sarments de vigne ailleurs que sur le site de Vars-sur-Rozex. La petite ville de Bussière-Beaufy, où se trouve le château de Lacheneau, y va elle aussi de son couplet lacrymal sur son anti-héros local. Les enfants de Bussière lui jetaient des pierres, peut-on lire sur son site. Que les Varsois et les Bussiérots nous en excusent, mais la fréquentation de Chaumareix, triste cire tout à la fois lâche, menteur, incompétent, buté, autoritaire et peut-être même alcoolique, nous incite plutôt à penser qu'il dormit sur ses deux oreilles sur un bon matelas de plumes jusqu'à la fin de ses jours, en regrettant uniquement les breloques honorifiques dont il paraît indûment son poitrail avant le naufrage. Il y a une dizaine d'années, une bussiéraude passionnée d'histoire, Nicole Reynaud, s'est vue confier la correspondance de Chaumareix, qui jamais encore n'avait fait l'objet d'aucune étude approfondie. Son examen adoucirait sensiblement l'image terrible de cet homme exécré. Chose en tout cas totalement inattendue, on apprend dans l'une de ses lettres que Savigny, son principal accusateur, serait venu le voir au fort de Ham pendant sa captivité. Tous deux seraient tombés d'accord pour faire peser une partie de la responsabilité du désastre sur Joseph Reynaud, second de Chaumareix, qui non seulement ne fut jamais inquiété par la justice, mais fut promu commandant et reçut la croix de Saint-Louis pour avoir participé au sauvetage des rescapés restés sur l'épave de la Méduse. Dans une lettre adressée à sa famille, Chaumareix écrit que Savigny et lui-même partagent la même indignation à ce sujet. Par une étrange coïncidence, l'historienne de Bussière-Beaufy, qui a cherché à alléger la barque de Chaumareix en désignant un autre responsable du drame, porte précisément le nom de celui-ci, Reynaud, si ça n'est pas un clin d'œil du destin. Pour finir, venons-en au tableau de Géricault. Bien qu'il ait été exposé pour la première fois sous le titre politiquement correct de scène de naufrage, il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté sur le drame représenté puisque Géricault fit poser et figurer Coréard et Savigny sur son œuvre. Le public français boudant le tableau, le peintre déçu le transportera en Angleterre où pendant des mois, les Anglais vont payer pour le contempler quelques instants. C'est aussi en Angleterre que cette toile est exposée pour la première fois sous son vrai nom, de Radeau de la Méduse. À ce stade de notre récit, il reste deux questions dont nous n'avons pas encore fait état jusqu'à présent. Pour ceux qui souhaiteraient se recueillir sur la tombe du naufrageur de la Méduse, où donc se trouve-t-elle ? Eh bien, Chaumareix n'a pas de tombe. L'ancien cimetière d'église de Bussière-Beaufy, où fut très probablement inhumé Chaumareix, a été rasé en 1873. Les restes mortels de Chaumareix auraient donc été transférés dans l'ossuaire du nouveau cimetière ? Madame Reynaud, historienne, fait état d'une tradition orale selon laquelle Chaumareix aurait pu être enterré dans une commune limitrophe car sa famille craignait que sa tombe ne soit profanée. De fait, son déshonneur rejaillissant sur sa famille mit celle-ci sur la paille. Le château de Lacheneau devant être saisi, Charles, l'un des fils de Chaumareix, s'y donna la mort. Seconde question. Pour quelle raison la Méduse se trouvait-elle amarrée en rade de Rochefort avant son départ pour le Sénégal ? La réponse est assez piquante. Comme elle était l'un des bateaux les plus modernes et les plus rapides de la flotte française, elle y attendait un passager de marque, en la personne de l'empereur Napoléon. C'est elle qui devait lui permettre, ainsi qu'à sa suite, de gagner l'Amérique. Malheureusement, les Anglais, encore et toujours eux, surveillaient le port et avaient posté au large la frégate l'Agamemnon,
prête à arraisonner la Méduse si celle-ci tentait de quitter Rochefort. Quand on pense qu'au lieu de finir sur un banc de sable avec Chaumaret, la Méduse aurait pu cingler vers l'Amérique avec Napoléon. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. J'ai écrit et raconté pour vous l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vater. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.